Marie Foucard, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Les Caporniers du Roi Soleil, commerce interlope français en mer du Sud. Alors un bien vaste programme. Pourquoi avoir rédigé cet essai? Comment est née l'idée de ce livre? Elle est née durant mon séjour en Terre de Feu, puisque j'ai habité 8 ans à Ushuaia. Et depuis Ushuaia, nous proposions en famille des navigations sur notre voilier à destination justement de la Terre de Feu, du Cap Horn. Et au fil des navigations, nous découvrions des baies qui avaient été baptisées par des explorateurs français. On a retrouvé la baie du roi Philippe, on avait l'anse de Louis le Grand. Et tous ces noms qui avaient été essaimés au fil des navigations des explorateurs m'ont interpellée. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus. Et à mon retour en France en 1996, eh bien, j'ai voulu justement comprendre ce qui avait permis à ces navigateurs de baptiser toute cette région qui va du détroit de Magellan au Cap Horn. Alors justement, comment avez-vous réussi à en savoir un peu plus? Sur quelles sources avez-vous travaillé pour cette étude? Souvent, c'est des hasards qui font bien les choses. Et cette fois-ci, ça l'a fait vraiment de façon extraordinaire. Je connaissais une archéologue qui avait travaillé, elle, sur les fouilles les Indiens de Terre de Feu. Et elle cherchait des documents qui retracent la rencontre avec les Indiens. Et donc, il n'y avait bien sûr que les navigateurs, et des navigateurs français avaient parcouru le détroit de Magellan pendant plus de 6 mois. Ces documents existaient au musée de la Marine à Vincennes, et connaissant mon intérêt pour cette région, sachant ma passion pour l'histoire, elle m'a fait découvrir ces 2 journaux de voyage qui sont donc écrits, dessinés entre 1698 et 1701. Et de fil en aiguille, ces 2 journaux ont permis d'en découvrir d'autres. Et en fait, ce n'est pas seulement 2 bateaux, mais à peu près 170 navires qui ont été armés depuis tous les ports de France, sous la fin du règne de Louis XIV, pour borner un petit peu cette étude. Depuis, bien sûr, Saint-Malo, qui a été le plus grand pourvoyeur de navires, mais aussi Brest, mais aussi Lorient, et puis Marseille, Toulon. Pratiquement tous les ports de la royauté ont armé pendant un laps de temps qui est assez court, une vingtaine d'années, en contrebande, puisque le commerce avec les Indes espagnoles était interdit par les non-espagnols. Et donc il a fallu que je me déplace, bien sûr, dans ces différentes régions, soit aux archives départementales, régionales, aussi à Séville, où il y avait tous les documents d'archives des autorités espagnoles en place durant la vice-royauté du Pérou, pour arriver à compiler tous les documents nécessaires à cette recherche. Et alors justement, qu'avez-vous découvert? Sur quoi, d'après vous, ont débouché ces nombreuses campagnes de navigation? Alors déjà, pour en revenir au premier document qu'on m'avait fait découvrir, j'avais été extrêmement époustouflée, bluffée par la qualité iconographique. Au-delà du contenu qui était très intéressant bien sûr, avec tous les récits de navigation au quotidien, avec tous les déboires, les difficultés rencontrées, les découvertes, mais il y avait aussi une iconographie extraordinaire. Et les journaux dans leur ensemble, surtout pour une vingtaine à peu près des 170 navigations, en sont véritablement les précurseurs du journal de voyage qu'on découvrira par la suite avec une centaine d'années plus tard. Vraiment, les ingénieurs du roi qui étaient embarqués sur ces vaisseaux avaient envie de rendre compte par l'image de ce qu'ils découvraient, que ce soit un profil côtier, que ce soit une aiguillade pour aller ravitailler en eau fraîche, que ce soit une plante découverte qu'ils ne connaissent pas, un animal qu'ils côtoient et qu'ils ont du mal à décrire, donc ils le dessinent. Et c'était cette richesse iconographique qui m'a fait m'interpeller au début et qui a débouché sur la qualité de ces voyages. C'est sûr qu'ils vont négocier en contrebande, il y a un intérêt commercial, mais il y a aussi, ils font avancer les découvertes de ces régions. Quelquefois, les bateaux qui connaissent du mauvais temps, qui subissent les problèmes du scorbut, doivent faire des escales, doivent relâcher dans une anse qui n'est pas forcément cartographiée, où il faut partir avec la sonde pour mesurer donc la profondeur d'eau, savoir où est-ce qu'on va pouvoir récupérer des vivres frais, de l'eau. Et donc c'est vraiment cette curiosité scientifique qui a fait énormément avancer la connaissance de cette région. Et puis c'est aussi un grand défi humain,
puisque les campagnes vont durer entre 2 ans et demi et 9 ans pour certains bateaux, puisque une fois qu'ils ont négocié sur les côtes du Pérou et du Chili, qu'ils vont monnayer les marchandises qui ont été chargées en France contre de l'argent qui n'est pas forcément quinté, hein, c'est de l'argent qui peut être brut, certains bateaux vont ensuite continuer leur navigation jusqu'en Chine, à Amoy ou Canton, pour là négocier un deuxième type de marchandises, qui sont les soieries principalement et les porcelaines. Certains ensuite rentraient en France, d'autres retournaient au Pérou, pour une deuxième fois se présenter toujours en contrebande auprès des marchands liméniens, avant de rentrer en France. La campagne la plus longue est une campagne de 9 ans. Donc un sacré défi humain, un sacré défi technique. Sur une vingtaine d'années, on voit déjà l'évolution de la construction navale aussi, puisque les bateaux vont devoir emporter un maximum de fret, et lutter contre les problèmes de scorbut, on l'a déjà évoqué, parce qu'il faut pouvoir tenir pendant des navigations qui peuvent durer 2-3 mois sans escale. Et donc c'est vraiment une navigation haut de gamme que nous offraient ces navigateurs durant donc la fin du règne de Louis XIV.